Vostra. L'une des pratiques qu'on essaye d'encourager, c'est la mise en réseau aussi de gens qui font la même chose, qui partagent les mêmes idéaux. Et là, pour les fact-checkers, c'est particulièrement utile parce que les informations circulent très vite, surtout les fausses. Parfois, tu as des fact-checkers qui préfèrent qu'une information soit démontée de l'étranger, d'un pays voisin, pour pas, même si c'est eux qui l'ont fait, mais qu'elle soit publiée dans un pays voisin pour pas se mettre eux-mêmes en danger dans le pays dans lequel ils résident. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Thierry Vallat, PDG de CFI. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CFI, je ne connaissais pas et c'est voilà, dans mon réseau, j'essaie toujours de trouver des initiatives intéressantes, de mettre en avant, c'est un peu le but de Mediarama, des initiatives, des médias. Alors CFI, ce n'est pas un média, c'est plus qu'un média, c'est un opérateur public. Alors ça veut dire Canal France International et on va y revenir parce qu'en fait ça ne veut plus dire grand chose Canal France International, mais on va y revenir dans une seconde avec toi Thierry. C'est un opérateur public qui agit pour favoriser le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est. Principalement, mais pas seulement. Dans le monde, partout il y a des besoins en fait. En fait, on est présent actuellement sur 4 continents. D'accord, donc j'avais ces zones-là, mais effectivement c'est une bonne question. Après, on essaiera de voir comment vous sélectionnez ces zones. Donc ça fera partie un peu des questions que je voulais voir. Donc je le disais, c'est un opérateur public majoritairement financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Alors, majoritairement. Non, c'est plus le cas. Depuis l'année dernière, c'est plus le cas. C'est bien, déjà deux faits et deux fautes. Donc c'est bien que tu sois là justement pour nous expliquer tout ça. Ça a changé. L'année dernière, on est passé en dessous des 50%. D'accord. Donc c'est une évolution en fait qui est plutôt saine, c'est qu'on reçoit une subvention du ministère des Affaires étrangères, mais en proportion, cette subvention ne cesse de baisser parce que notre budget augmente. Elle est devenue minoritaire. Ouais, elle est devenue minoritaire l'année dernière. Et donc forcément le reste du financement. Le reste du financement, c'est ce qu'on appelle des bailleurs, c'est-à-dire des institutions qui nous donnent de l'argent pour réaliser des projets. Européenne. Alors, le premier, c'est l'AFD, l'Agence française de développement. Le deuxième, l'année qui vient de s'écouler, c'était le ministère des Affaires étrangères, mais donc pas à titre de subvention, mais pour réaliser des projets précis. Et le troisième, c'était l'Union européenne. Mais probablement que l'évolution de cette année 2022, c'est que l'Union européenne passera devant le ministère des Affaires étrangères. Enfin, on ne peut pas encore le dire avec certitude. En tout cas, le premier bailleur, et de loin, c'est l'Agence française de développement. D'accord. Bon, donc ça c'est important. Donc il y a quand même, on sent en sous-jacent un sujet. Chaque année, il faut aller chercher les financements et se battre un peu. Dans la vie, faut souvent se battre, mais je vais peut-être te surprendre, mais en fait, pas tant que ça en ce qui nous concerne, parce qu'on a la chance, entre guillemets, de travailler dans un secteur où la demande est de plus en plus forte, c'est-à-dire l'aide aux médias. Et les médias sont perçus à juste titre comme étant de plus en plus stratégiques, de plus en plus centraux pour la stabilisation des pays, pour le développement de la démocratie. Et comme nous sommes le seul opérateur public de développement des médias, on fait de plus en plus appel à nous parce qu'on se dit mais comment faire, à qui s'adresser? On s'adresse à CFI. À CFI. Donc il y a de la demande, donc forcément les budgets suivent. Et exactement. Ce n'est pas si dur que ça, et c'est tant mieux. Alors quelques mots quand même sur toi, parce que je trouvais ça original. Tu es diplomate de formation, ouais. Spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un
peu atypique quand même de se retrouver à la tête d'une organisation autour des médias. Et en même temps, c'est aussi le côté stratégique de CFI dans le soft power français. Je suis pas le premier diplomate à diriger CFI. Il y en a eu d'autres avant moi et des plus prestigieux. Comme tu l'as dit, c'est pas aussi illogique que ça pourrait paraître a priori parce que on est un opérateur du Quai d'Orsay, donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui vient du Quai d'Orsay pour faire le lien avec entre CFI et le monde des journalistes et le monde de la diplomatie qui se côtoient, qui se connaissent bien, mais qui se parlent pas toujours suffisamment. Et par ailleurs, dans mon expérience personnelle, moi j'ai beaucoup travaillé, même en tant que diplomate, avec les médias et avec les journalistes, et j'ai développé un goût personnel pour les questions de développement et de soutien aux médias et de soutien à la liberté d'expression. Et je pense que c'est pour ça aussi que, dans sa grande sagesse, le conseil d'administration de CFI m'a nommé PDG. Tu as confié ce mandat. Donc, tu es là où tu es à l'aise, quelque part. Je suis là où mon destin m'appelait. Exactement. Non, oui, mais en tout cas, je suis très content, très, très content. Puis, c'est très différent du Quai d'Orsay. C'est beaucoup moins feutré, beaucoup plus participatif, collaboratif. Personne ne porte la cravate. Ça, c'est un choc culturel immense quand tu viens du Quai d'Orsay. Mais c'est des gens passionnés et passionnants et c'est très très sympa en fait. C'est parfois dur mais c'est très sympa. Et alors j'ai pas cette info, depuis quand tu es le PDG de CFI ? Depuis novembre 2020. D'accord, ok. Et donc c'était déjà revenu dans le giron de France Média Monde. CFI, je crois que ça c'était 2017. J'ai vu que la vie de CFI avait un peu bougé. Ouais, c'est vrai, beaucoup. Ouais. C'est quelque part, ça fait finalement partie de l'ADN de CFI de changer, de se transformer, de s'adapter aux évolutions du monde et aux besoins de notre action à l'étranger. CFI, ça a été... Alors au départ, CFI, pourquoi CFI ? Parce que ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Canal France International. Pourquoi c'est ce nom étrange ? C'est parce que dans une vie passée, on était une chaîne de télévision, tout simplement. On a été une chaîne de télévision, on a été une banque de programmes, et puis finalement, en 2015, on est devenu un opérateur de développement des médias. Donc c'est toujours à 180 degrés. Ben ouais, c'est vrai. C'est toujours, on travaille toujours dans le monde des médias, mais c'est vrai que c'est très très différent. Mais il y a des gens d'ailleurs qui sont partis à ce moment-là, d'autres qui sont restés, qui se sont adaptés. Et c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques, je pense, de l'agence, c'est que les gens ont une capacité d'adaptation assez forte, assez remarquable. Et en même temps, comme on est par ailleurs une filiale, comme tu l'as dit, de France Média Monde, qui sont là pour le coup, qui sont des journalistes, ben ça permet aussi de s'entendre aussi plus facilement parce qu'on vient un peu de ce milieu. Beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de salariés ont été journalistes qui sont assez sur le terrain, sur les pays. Donc on se comprend bien. On cherche tous à atteindre le même but, mais pas par les mêmes moyens. Top. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs présents d'entités émanant d'une diplomatie, ce que vous voyez sur le terrain? Oui, bien sûr, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Alors, c'est surtout des acteurs issus de l'Europe de l'Ouest, comme nous. Il y a qui sont très bons hein, et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Il y a les Allemands, de la Deutsche Welle, il y a les Anglais, le BBC Media Action. Il y a des Scandinaves qui sont basés à Copenhague, qui sont excellents. Qui font grosso modo les mêmes choses que vous, avec... qui font grosso modo les mêmes... leur angle un peu, voilà. Après, leur sensibilité. Oui, voilà. Et après, il y a des sensibilités nationales, il y a des différences un petit peu culturelles, et puis culturelles au sens national du terme, mais il y a aussi la culture de l'entreprise. C'est vrai que nous, notre spécificité, c'est qu'on est très très proche du terrain et qu'on essaye de l'être le plus possible. Et ça, je pense que ça fait notre force et c'est souvent ce qu'on nous dit d'ailleurs. Mais pour terminer sur les acteurs sur le terrain, il y a une autre catégorie d'acteurs dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont là aussi. Mais alors, eux, pour le coup, ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs que nous.
Ce sont, pour ne pas les citer, les Russes, par exemple, mais tu as aussi les Chinois, voire les Turcs ou les Iraniens. Qui sont aussi donc des organes gouvernementaux, quelque part. Oui, alors mais avec un agenda. Voilà, un agenda et surtout probablement des valeurs très différentes des nôtres et des visées politiques beaucoup plus affirmées et beaucoup plus dirigées vers la défense d'intérêts d'un État en particulier plutôt que la défense et la promotion de valeurs en général. Parce que nous... Ce qui est tout le combat, en fait, là, quand on devait parler, par exemple, d'un RT en France, Russia Today, etc., certains disent, oui, c'est un média, c'est un autre point de vue. Sauf qu'en fait, voilà, il y en a qui défendent des valeurs et d'autres qui défendent un agenda politique et les intérêts d'un pays. Enfin, après, encore une fois, c'est son point de vue, c'est un peu, non pas glissant, mais... Non, mais c'est un peu ça, parce que c'est intéressant cette question, parce que nous, on nous dit parfois, mais en fait, vous êtes un opérateur français, donc vous la voix de la France. Voilà, c'est les mêmes reproches qu'on peut faire à France Média Monde, exactement. RFI, France 24, en disant. Mais la réponse est exactement la même, c'est que nous, notre crédibilité s'assoit sur le fait qu'on promeut des valeurs d'indépendance, d'autonomie et de liberté de la critique, qui peut éventuellement aboutir à une critique contre la France. Pourquoi pas ? La France fait forcément des erreurs comme tout le monde. Donc nous, et c'est ce qu'on dit tout le temps, et c'est ce qu'on fait surtout, on dit mais nous on vous apprend à faire du bon journalisme, à respecter les canons du métier. On vous demande pas de critiquer ou de ne pas critiquer tel ou tel fait, action. Vous êtes libre. Si vous faites des accusations avec preuve, ok. Et vous avez bien vérifié qu'il y a toutes les preuves. Si vous faites du fact-checking et vous constatez que ce qui a été dit est faux et que vous avez les éléments pour le prouver, très bien. Si vous faites du journalisme d'opinion, vous affichez en tant que tel et votre opinion est critique, très bien. On n'a pas de problème avec ça. Ouais. Et juste pour terminer sur ce point-là, ça veut dire que sur des pays, des appels à projets, vous pouvez être en concurrence avec des agences russes, chinoises, etc. Comment ça se symbolise ? Non, parce que non, ça se passe pas dans les appels à projets, parce que en fait, les bailleurs, donc ceux qui financent, nous on va pas répondre à des appels à projets issus de bailleurs dont on partagerait pas les valeurs et les ambitions, et eux-mêmes n'auraient pas envie qu'un opérateur comme nous mette en place un projet alors qu'on ne serait pas d'accord sur la philosophie générale du projet. Donc non, les Russes ne répondent pas au projet, à ma connaissance, de l'Union européenne, des appels à projets de l'Union européenne ou de l'AFD, parce qu'ils ont d'autres moyens d'agir. Ouais, d'autres terrains. Donc on est en concurrence de fait un peu sur le terrain parce que on agit aussi dans des pays en crise, tu vois, dans des pays où les gens ont un niveau de vie très faible, un niveau de revenu peu élevé et des conditions d'exercice de leur métier très difficiles. Donc ils sont plus perméables que d'autres aussi aux pressions extérieures. Et quand tu as des acteurs avec des finances dont la déontologie n'empêche pas de financer des articles ou de pousser d'un côté ou de l'autre, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de résister, ça arrive. Ouais. Ça arrive, forcément. Ça, c'était un peu pour le contexte. Maintenant, parlons un peu de CFI. Donc, j'avais cité un peu les zones que j'avais trouvées sur le site. Il faudrait peut-être mettre le site à jour. Je connais une très bonne agence, si vous voulez. Non, mais plus sérieusement, dans combien de pays vous êtes ? Est-ce qu'il y a des zones prioritaires globalement, puis après peut-être en fonction de l'actualité, j'imagine que ces derniers mois, peut-être en Europe de l'Est, il y a un peu plus de sujets. Ouais. On est présent dans une quarantaine de pays. Le chiffre exact, ça va être 41, 42. Enfin, ça dépend comment on le prend, parce qu'il y a des projets qui commencent et qui s'arrêtent, donc ça varie. Mais en grosso modo, quarantaine de pays sur 4 continents. Mais principalement, comme tu l'as dit en introduction, on est Afrique, et monde arabe. Et, principalement Afrique, monde arabe, mais également pays du voisinage de l'Union européenne, donc les Balkans, l'Ukraine, et aussi l'Asie du Sud-Est, Birmanie,
Vietnam, Cambodge, enfin pas en ce moment, mais ça fait partie des zones où oui, en fait partout, je veux dire partout où il y a des besoins de soutien aux médias, où les médias ont du mal à exister, à se professionnaliser, à se développer, partout dans tous ces zones-là, on est susceptible d'intervenir. Ok. Et quels sont les publics visés, enfin les types d'organisations, etc., que vous allez chercher? On a une conception très large des médias et des acteurs des médias, c'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui crée ou qui véhicule de l'information a vocation à éventuellement un jour travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les journalistes, mais pas seulement. Tu as aussi tous les acteurs du web, des blogueurs, des gens qui font des applis citoyennes, par exemple, pour permettre aux citoyens d'échanger plus facilement avec les autorités. T'as vraiment un vaste public, mais c'est souvent des gens assez jeunes. C'est l'une de nos priorités de toute façon. Et c'est souvent des gens qui sont plutôt en début de carrière et qui ont vraiment encore besoin et envie de se développer et d'apprendre. Et on croise leur route souvent à ce moment-là. Ok. Et il y a des fois des problématiques communes entre ces organisations médias ou ces jeunes médias qui bénéficient de votre aide, ou des similitudes entre les zones? Oui, bien sûr. Alors, l'exemple le plus typique, c'est les fact-checkers. Tu vois, récemment, moi j'étais à Yaoundé parce qu'on a organisé là-bas le forum international de la lutte contre la désinformation, et il y avait des fact-checkers de toute l'Afrique francophone. Et c'était impressionnant parce que les gens ils se comprennent, ils parlent le même langage. Alors en l'occurrence ils parlaient français, mais ça va au-delà de ça, c'est des passionnés, c'est des mecs qui sont engagés, ils font du fact-checking parce que ils y croient, quitte à ce qu'ils mettent leur vie professionnelle, voire leur vie tout court en danger. Et on a eu, il y a quelques mois, un de nos formateurs en Centrafrique, Jean Sinclair, Maca, qui est décédé dans des circonstances troubles, douteuses, ouais, tout à fait. Et c'était un fact-checker engagé, respecté, et il savait quelque part qu'il était un peu en danger parce qu'il n'hésitait pas à aller jusqu'au bout des choses. Et on a beaucoup parlé de lui pendant ce forum. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est l'une des pratiques qu'on essaye d'encourager, c'est la mise en réseau aussi de gens qui font la même chose, qui partagent les mêmes idéaux. Et là, pour les fact-checkers, c'est particulièrement utile parce que les informations circulent très vite, surtout les fausses. Et parfois, tu as des fact-checkers qui préfèrent qu'une information soit démontée de l'étranger, d'un pays voisin, pour pas, même si c'est eux qui l'ont fait, mais qu'elle soit publiée dans un pays voisin pour pas se mettre eux-mêmes en danger dans le pays dans lequel ils résident. Ouais, ok. Donc c'est vrai que souvent on parle de ces sujets aussi en France, mais pas avec les mêmes conséquences, quoi. A priori, c'est là, ça permet de mettre un peu en perspective. Oui, tu vois, quelque part, ouais. on parle beaucoup tu vois, il y a eu le Reuters Institute, de la confiance dans les médias, du fact-checking, des fake news et la liberté de la presse, etc. Mais c'est vrai que quand tu parles de ces exemples-là, tu dis bon, en France, on est pas mal lotis. Ouais, c'est ça. Nous, les pratiques, les mauvaises pratiques sont similaires. Dans la nature, ce sont les mêmes. Mais les conséquences sont bien plus graves, oui, parce que là-bas, tu peux disparaître physiquement parfois. Et vous avez justement des dispositifs un peu pour les aider là-dessus, sur, je sais pas, que ce soit technologique ou pratique, comment se protéger, alors sur ce sujet-là particulièrement, mais de toute façon il est souvent très mais présent. Toute façon on essaye vraiment d'agir avec tous les types d'acteurs des médias, mais aussi dans tous les domaines qui touchent à cette activité si particulière qui est celle de créer et de diffuser de l'information. Donc ça, t'as des formations techniques, effectivement. Si on parle du fact-checking, on peut on aide les gens à développer leur technique, comment tu vois, identifier un deepfake par exemple, comment le démonter, comment trouver la preuve que telle et telle information est faite. Mais il y a aussi
des formations sur la sécurité des journalistes, bien sûr. Surtout dans les zones en guerre ou en crise. Ça fait partie de nos activités parce qu'on couvre l'ensemble si possible, du spectre de ce métier si difficile. Il y a aussi la dimension économique, tu vois, comment essayer de faire en sorte qu'on puisse vivre de son média ou en tout cas de le faire survivre. C'est vrai que c'est sans fin, mais c'est toujours passionnant. Et encore une fois, parce qu'on s'adresse à des gens passionnés. Ouais, c'est ça. Ils ont envie, qui ont la flamme. Et comme tu le dis, pour faire ces métiers-là, dans ces zones-là, il faut vraiment, vraiment être passionné. C'est ça. C'est ça. Pas une erreur d'orientation. Non, tu fais pas journaliste en Centrafrique juste pour avoir un job stable et bien payé. Clairement, ça n'a rien à voir. Et qui forme ces gens-là? C'est des salariés de CFI, les formateurs, les formatrices parce que là, il y a plein de sujets, donc j'imagine qu'il doit y avoir tout un panel, un peu de compétences. Oui, bien sûr. Non, on n'a pas toute cette palette chez nous. On va les chercher là où ils sont, et si possible, et de plus en plus sur place. On essaye aussi de faire monter en compétences des formateurs locaux. Et de travailler avec des Africains en Afrique, des Arabes dans le monde arabe, etc. Et parfois aussi quand on en a des très bons et qui sont difficilement remplaçables, avec des experts français ou européens, hein, bien sûr. Mais on essaie vraiment de travailler avec des gens sur place. Et ça présente quand même deux avantages. C'est d'une part, nous on est une agence de développement, donc l'idée c'est aussi de faire grandir des gens sur place, pas d'arriver avec des solutions toutes faites de Paris et des repartir. Ouais, ce qui serait un peu terrible, marcherait pas probablement en tout cas. Ça marcherait pas, ça c'est sûr. Ça marcherait, ce serait pas accepté, et puis ce serait totalement inefficace. Donc on dilapiderait un peu l'argent public, ce qui est évidemment à l'opposé de notre philosophie. Et puis par ailleurs, les formateurs locaux connaissent par définition mieux l'environnement dans lequel ils sont, et souvent ils parlent aussi mieux, voire ils parlent déjà les langues locales. Parce que c'est pas que en français. Non. Vous faites. Non. Parce que les zones qu'on a citées, correspondent grosso modo à. Ouais, alors ça c'est vrai que territoire d'influence. Je sais pas comment le dire de manière diplomate, mais des territoires avec lesquels on a des liens privilégiés. Voilà. Alors c'est vrai que pendant longtemps on s'est peut-être plus concentré sur l'Afrique francophone. Ou même le monde francophone. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On essaie vraiment, si on parle de l'Afrique, de s'ouvrir vers le monde anglophone, voire lusophone. Et même si on travaille en Afrique francophone, on réalise de plus en plus que le français, ou même l'anglais dans la zone anglophone, n'est pas la solution miracle à tous les problèmes de communication, parce que tu as beaucoup de gens, surtout en province, surtout dans les pays où le système d'éducation nationale est déficient, qui parlent mal, voire pas du tout la langue officielle du pays. Ouais. Et c'est pas parce qu'on parle la langue... C'est pas parce qu'on parle mal la langue officielle qu'on est un mauvais journaliste. Ouais. Donc, on essaye aussi souvent que c'est possible de travailler en langue locale ou en bilingue, ou en tout cas de s'assurer que les bénéficiaires comprennent et peuvent participer dans une langue qu'ils maîtrisent. Ça, c'est très important. Très important. Et d'ailleurs, j'ajoute que c'est tellement important pour nous qu'on a, le 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, adopté une charte linguistique de promotion du français et du multilinguisme en interne comme dans nos actions extérieures. Elle est disponible sur le site de CFI. C'est bien de le rappeler, c'est une mention importante, effectivement, un peu une belle évolution. J'en parlais tout à l'heure, j'aurais dû te poser la question tout de suite quand on parlait de France Média Monde, et après je voudrais qu'on parle un peu des projets, des exemples de projets, tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'avec France Média Monde il y a des ponts? Parce qu'en fait je pense, tu vois, on a travaillé un peu avec France Média Monde, il y a ce projet Info Migrants, et je crois que c'était d'ailleurs avec la Deutsche Welle, de mémoire, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était avec eux. Il y a des ponts, parce que forcément eux aussi ont des journalistes locaux, etc. Donc il y a des ponts. Déjà il y a des ponts, il y a un pont juridique, puisque depuis 2017 on est une filiale pratiquement à 100% de France Média Monde. Mais tu vois, je ne vous connaissais pas à cette époque, donc je pense que vous n'êtes pas dans les bureaux, vous avez vos propres bureaux. Alors, on est dans le même bâtiment.
a nos propres bureaux, mais ils jouxtent ceux de France 24 en l'occurrence. Donc on les voit à la cantine, on fume des clopes avec eux. On voit des apéros éventuellement. Voilà, par moment, ça peut arriver. Et non, alors déjà, voilà. Géographiquement, oui, bien sûr. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles on est devenu une filiale de France Médias Monde, c'était aussi pour se rapprocher d'eux et de manière aussi opérationnelle. C'est-à-dire que aussi souvent que possible, on a recours à leur expertise, puisque qui peut mieux qu'un journaliste de France 24 ou de RFI spécialisé dans la lutte contre les fake news, faire une masterclass? Personne. Alors donc, à chaque fois que c'est possible, on le fait. Et c'est pas fait sur une base aléatoire. C'est-à-dire que quand on a des projets, on a systématiquement des réunions avec les responsables de France Médias Monde pour étudier à l'avance les possibilités de synergie. Dit voilà, il y a tel projet, on pourrait y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que vous pourriez éventuellement mettre à disposition, ou est-ce que ce serait plutôt à vous d'y répondre ou plutôt à nous? Enfin, il y a une concertation permanente avant les projets, pendant les projets et même après, où on fait des réunions de débriefing, etc. Et on a un comité de suivi très régulier avec France Médias Monde où on fait l'état des lieux sur les différents projets. Et alors justement là-dessus, comment est-ce que vous mesurez le succès des projets? Est-ce que vous avez des KPI? C'est pas un gros mot? Alors si, c'est un gros mot parce que c'est un anglicisme. Oui, d'accord. Donc des points clés de performance. Comment en français c'est CP, je ne sais plus. Enfin oui, oui, bien sûr. On a des indicateurs de performance, absolument. Alors le premier, c'est le budget déjà. La bonne dépense du budget. Et puis le fait qu'on ait un budget en croissance forte. Tu vois, depuis 2017, par exemple, on aura en 2022 on aura eu une croissance de 75%. Donc votre budget annuel Ouais. Depuis 2017, jusqu'à 2022, on a une croissance de 75%. Donc c'est énorme. C'est énorme donc, dans les médias. Voilà, enfin, globalement dans ce contexte. Oui, mais alors, ce que tu disais. Oui, effectivement. Et c'est presque peut-être un mauvais signe. Oui. Alors effectivement, c'est par moments source de malentendus, parce que par ailleurs, ceux qui dépendent uniquement d'une redevance, par exemple, se disent mais attendez, comment vous pouvez avoir un budget qui ne fait que croître alors que le nôtre est menacé chaque année. Permanence. Ouais. Et c'est parce que nous on travaille sur des projets. Ouais. Et donc plus il y a de projets, plus le budget augmente et plus notre activité augmente, et si on mène à terme de bonne manière les projets, on en a d'autres, etc. Et comme je l'ai dit plus tôt, la demande est forte parce que les médias vont mal et que leur rôle est central, notre budget augmente. Donc ça, c'est le premier indicateur de notre performance. Et puis le deuxième, c'est tout ce qui est évaluation de nos projets. Les plus gros projets font systématiquement l'objet d'une évaluation. Et depuis peu, on se lance même maintenant dans ce qu'on appelle les études d'impact, c'est-à-dire une évaluation plusieurs années après, pour savoir si, plusieurs années après, il y a eu des changements, dans la société, dans la pratique. Et ça, à ma connaissance, on est le seul opérateur français à le faire. Ce qui est bien, parce que c'est rendre des comptes au-delà de la bonne dépense du budget. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Exactement. C'est l'éternelle question de la politique de développement. Top. Sur les projets maintenant, j'imagine quels sont les grands thèmes ou les thèses sur lesquelles vous allez? Tu as parlé un peu des fake news, de sécurité, etc. Ouais. Quels sont vos grands sujets? Voilà, on en a 4. On peut les résumer en 4 principaux. C'est effectivement la lutte contre la désinformation, les fake news. La deuxième, c'est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ouais. Ça, c'est très important pour nous également. Et on voit que c'est pas un sujet mineur, surtout dans les zones dans lesquelles on intervient. Ça a vraiment son importance. Et quand on agit, ça a vraiment un impact.
Ensuite, c'est la lutte contre les dérèglements climatiques et la dégradation de l'environnement. Et la quatrième, c'est la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne. Et tout ça, en fait, interagit. Ces priorités interagissent les unes avec les autres, mais on essaye, comme ce sont nos priorités principales, de les faire apparaître presque dans tous les projets. Par exemple, en 2021, là, on a rendu notre rapport d'activité il y a peu de temps. Plus de la moitié des projets, par exemple, étaient déjà consacrés à la lutte contre les fake news. Ouais. Vous comprenez en tout cas une dimension anti-fake news. C'est vraiment le danger central. Ouais, c'est devenu central parce que c'est une préoccupation majeure. Pas que des Européens. Non, on voit bien que c'est mondial. Ah, c'est mondial et ça peut avoir des conséquences bien plus néfastes dans des pays à la stabilité mal assurée que dans des vieilles démocraties comme les nôtres. Ouais, clairement. Et comment concrètement vous choisissez les bénéficiaires entre les différents types de médias ? Est-ce que vous sentez à un moment donné qu'il y a un besoin et vous lancez un appel à projet ? Comment ça marche concrètement votre action ? Ouais, c'est ça. En fait, comme je disais tantôt, on essaye vraiment d'être à l'écoute du terrain, d'être vraiment à l'écoute des besoins, de ne pas arriver... Par des études, par des relais sur place. Comment vous faites cet travail d'intelligence ? Tout ça, ça dépend. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit effectivement, on a des relais sur place qui identifient un besoin. Des journalistes ou des anciens bénéficiaires ou des correspondants de France 24 ou de RFI ou des salariés de CFI qui vont régulièrement sur place, qui sentent qu'il y a un besoin. Et ça va déboucher à ce moment-là éventuellement sur un projet pilote qu'on va financer nous-mêmes pour confirmer le besoin et par la suite espérer attirer l'attention d'un bailleur qui va dire effectivement, là il y a un besoin, le projet Le Monde, vous avez commencé à y répondre et nous on va financer un projet de plus grande ampleur financière et aussi temporelle. D'accord. Ça, par projet, vous cherchez un bailleur une fois que vous avez validé qu'il y a un vrai besoin. Dans ce cas de figure-là, dans le cas où le besoin a été identifié sur place par nous-mêmes ou par notre réseau qui est quand même assez vaste parce que ça fait plus de 30 ans qu'on travaille en Afrique, donc on connaît pas mal de monde. Je parle de l'Afrique. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on travaille dans le monde entier, mais principalement effectivement en Afrique. Il y a un autre cas de figure, c'est quand c'est le bailleur lui-même qui lance un appel à projet. Oui, ce qui peut arriver. Qui lui-même a identifié des besoins et qui dit voilà, souvent c'est l'Union européenne, les délégations de l'Union européenne dans les pays dans lesquels on est présent, qui disent voilà, on a un projet de tant de millions pour développer les médias indépendants ou lutter contre les fake news ou rénover l'audiovisuel du pays. Voilà, qui veut participer. Alors, je dis ça a l'air simple comme ça, mais surtout l'Union européenne, c'est hyper technique, c'est très procédural. Et tout doit être justifié. Il y a un énorme travail déjà pour répondre à ces appels à projets. On n'est pas sûr d'être retenu, bien sûr. Et puis après, si on est retenu, il y a encore un énorme travail de mise en œuvre, mais en plus de reporting, comme on dit en anglais, et de suivi, etc. C'est beaucoup de boulot. C'est lourd. Ouais, c'est très lourd et on passe une bonne partie de notre temps à justifier ce qu'on fait, parfois au détriment de ce qu'on fait. Mais en même temps, c'est de l'argent public, c'est normal que les gens sachent pourquoi ce qu'on a fait avec chaque centime d'euro, c'est légitime. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu as j'aurais aimé des exemples de projets ? Alors, juste un petit truc que j'avais vu dans les news, mais je pense que c'était pas un vrai projet, c'était plus quelque chose que vous aviez fait. En 2020, vous avez aidé des journalistes qui avaient été impactés par l'attentat de Beyrouth. Ouais. Donc là, c'était pas un projet, c'était quoi ? C'était une espèce d'action concrète, décidée. Je veux dire, c'est une illustration de cette capacité qu'on peut avoir de réagir à l'actualité. Parce qu'on n'est pas des journalistes, mais on vit quand même dans le monde réel et par moments l'actualité s'accélère et le besoin qui n'était pas pensé avant apparaît tout d'un coup et on essaye d'être présent. Donc effectivement,
il y a eu cette opération de soutien aux journalistes libanais, mais plus récemment, il y en a eu d'autres. Par exemple, après la crise ukrainienne, le début de la guerre en Ukraine, on avait un projet en Ukraine, et du jour au lendemain, évidemment, il a été bousculé, puisqu'on travaillait surtout dans les zones qui ont été occupées les premières par les armées russes. Donc forcément, ça nous a obligés à redéployer notre action et à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, parce que la demande avait fondamentalement changé. Et c'est là qu'on a, avec France Média Monde d'ailleurs, décidé de créer un hub à Bucarest, du côté de France Média Monde, pour diffuser de l'information à destination des populations ukrainophones et russophones, et du côté de France Média Monde pour faire une zone de repli pour les journalistes ukrainiens en exil temporaire ou de passage, pour les aider. Soutien logistique, matériel. Exactement. Formation à la sécurité. Déjà, un bon journaliste est un journaliste vivant, don de matériel, mais aussi accueil psychologique, parce que c'est pas facile de partir d'une zone en guerre ou d'y vivre. Et après des techniques plus traditionnelles du métier de journaliste, lutte contre les fake news, vérification d'informations, toute la panoplie qui peut les aider face à l'actualité. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place très 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 rapidement, et qui illustre notre capacité à rebondir sur l'actualité. Top. Est-ce qu'il y a quelques projets récents que vous avez fait depuis que tu es arrivé, dont où vous êtes particulièrement fier et mon point aussi, c'est qu'est-ce que vous avez appris qui pourrait aussi aider des médias français qui écoutent par exemple Mediarama en se disant tiens, il y a ça, il y a des initiatives, il n'y a pas une question d'avance, de retard, etc., mais il y a forcément des choses qui doivent sortir, qui sont intéressantes et que je voudrais mettre en avant. Alors moi, ce qui m'a frappé en Afrique, c'est que t'as, dans les pays surtout où l'illettrisme est assez répandu, c'est que les moyens traditionnels de communication restent souvent ultra dominants. C'est-à-dire, pour être simple, la télé, voire seulement la radio. Ouais. Et il y a peu de temps, j'étais en Éthiopie, par exemple. Le taux de connexion à Internet des Éthiopiens, c'est 16% de la population. Ce qui est fou, parce que je sais pas la France, mais on doit être de 90. C'est-à-dire que si tu fais que du numérique, tu touches pas, et tu touches en fait que les plus riches quelque part. Une minorité qui vit probablement à Addis Abeba, et tu peux pas espérer changer le monde, enfin changer l'Éthiopie en passant uniquement par le net. Donc ça, c'est une donnée qui est fondamentalement différente entre les pays dans lesquels on intervient et l'Europe et la France. Mais ce qui change pas, c'est en fait les aspirations, le type de personnalité que tu rencontres. En fait, ce sont les mêmes. Les journalistes en France ou en Afrique ou en Asie ou en Ukraine, c'est les mêmes. Ce sont des gens qui sont, on le disait avant de commencer cette interview, qui sont passionnés, ils ont fait ce métier parce qu'ils sont engagés, ils veulent participer au changement de la société, et ils sont prêts à tout pour le faire. Ils font pas ça juste par hasard ou parce qu'ils avaient besoin de payer leur loyer. Et ça, c'est troublant, parce que c'est très différent, et en même temps, c'est exactement la même chose. Et les problématiques sont les mêmes aussi. C'est-à-dire comment rester financièrement indépendant, comment financer son média, comment vérifier des informations, comment bien le faire, comment lutter contre les fake news. Les données sont les mêmes. C'est juste le contexte, les moyens et puis les formats qui vont être un peu différents. C'est ça. Je reviens sur ma question d'exemple de projet. Est-ce que tu as un projet qui te vient en tête, un peu significatif tu sens que vous avez eu de l'impact? Moi, je dirais que on a très souvent de l'impact, mais ça se voit pas toujours tout le temps, et ça se voit souvent au niveau individuel. Et quand on a des journalistes ou des gens avec lesquels on a travaillé qui en parlent, comme dans une série de podcasts qui s'appelle Les Correspondances, que je t'invite à écouter et qui est très émouvante, je mettrai le lien, où des anciens bénéficiaires écoutent, racontent leur vie, on sent et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, qu'on a eu un impact
majeur sur leur vie et sur leur métier de journaliste. Mais si je peux prendre un projet en particulier, je pense au projet PAMT 2. PAMT, c'est le projet d'appui aux médias tunisiens. Après la révolution tunisienne, les autorités tunisiennes il y a 10 ans. Il y a déjà 10 ans, ont voulu faire table rase du passé et se doter de médias nouveaux, ouverts et correspondant aux standards internationaux. L'Union européenne a lancé un vaste appel à projets que nous avons remporté, nous, CFI, à la tête d'un consortium européen dans lequel il y a France Média Monde d'ailleurs. Et ça, c'est impressionnant parce que c'est énorme. C'est à l'échelle du pays entier qu'on a l'ambition de transformer le paysage médiatique, la manière de faire. Après, évidemment, on est tributaire de la situation politique. Et en ce moment, elle est moins bonne que quand le projet a commencé. Bonne. Alors au moment où on se parle, je crois qu'il y a eu la publication du projet de constitution. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est intéressant. On est en plein dans l'actualité en tout cas. Absolument. Voir ce que donnera votre projet dans ce nouveau contexte. Et un projet peut-être sur la place des femmes. On l'a dit, c'est un gros sujet, particulièrement sur ces grandes zones géographiques. Alors, vous changez les choses ? Je pense, ouais. Et tu vois, il y a quelque temps, j'étais aux Assises du journalisme à Tunis, un événement qui réunit des journalistes africains et arabes auxquels qu'on soutient très fortement. Et ce qui m'a vraiment marqué, là, c'est qu'il y avait des femmes yéménites qui avaient bénéficié d'un projet de CFI qui s'appelle Makanati, ça veut dire ma place. Donc, comment donner aux femmes leur place dans la société, mais aussi dans les médias. Et c'est des femmes que, tu les vois de loin, tu n'imagines pas qui c'est parce qu'elles sont voilées, totalement voilées. Et quand elles prennent la parole, tu découvres des filles avec une liberté de ton, un esprit critique, un engagement qui est extraordinaire. Et là, tu te dis, et qui dit publiquement sans avoir été sollicité, moi, si je suis là, c'est aussi grâce à CFI. Là, tu te dis, là, ça sert à quelque chose. Elles ont pris leur place. Elles ont pris leur place et on a bien fait d'aller au Yémen parce que tu te dis, mais au Yémen, c'est un pays. Quel enjeu, qu'est-ce qu'on va faire quand tu vois ces femmes-là, quand tu entends ces femmes-là, tu te dis, ça, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Et il y en a d'autres. Je pense à un autre projet aussi qui est touchant et ça tient à l'actualité aussi. Tu vois, on a en Birmanie, on a alors on avait prévu de faire des formations en Birmanie et puis il y a eu le coup d'État que tu connais, mais les journalistes disparaissent pas du jour au lendemain. Simplement, ils sont traqués et ça devient difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé un projet de formation des journalistes birmans en Thaïlande, à la frontière. Ils se trouvent dans une situation très précaire parce que les autorités thaïlandaises tolèrent leur présence. Ils n'ont pas une présence forcément légale. Elle est simplement tolérée. Et s'ils vont dans leur pays, ils risquent aussi d'y passer. Et on a mis en place un cycle de formation. Enfin, c'est très... il faut l'imaginer, c'est dingue. Un cycle de formation près de la frontière, dans des petits espaces limités, où les gens dorment, où les gens mangent, où les gens ont leur formation. Donc ils n'en sortent pas pour des raisons de sécurité. Ils ont connu la guerre, on leur apporte un soutien psychologique parce que c'est pas facile, mais ils sont tellement motivés qu'ils acceptent de venir dans ces petits espaces, ces petites baraques, où ils ont une formation intensive. On les aide à faire leur boulot, à monter en compétences, alors qu'ils sont réfugiés, ils ne sont pas vraiment accueillis comme ils devraient. Les bras ouverts, ils risquent, et parfois leur famille laissée sur place risque peut-être d'être tués ou en tout cas emprisonnés. Et ils sont quand même là. Et là aussi, tu te dis, voilà, si on sert à quelque chose, c'est ça. C'est à ça. Là, tu as de l'impact, quoi. Ouais.
on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que tu penses, j'ai quand même 2-3 questions, je reviens sur les médias français. Est-ce qu'ils peuvent s'inspirer de certaines de ces choses? Est-ce que vous avez essayé de travailler avec les médias français pour faire des collaborations, des ponts, raconter ces histoires qui sont globalement positives, qui permettent aussi peut-être de relativiser l'état de la liberté de la presse en France? Nous, on travaille surtout avec France Média Monde, France 24 et RFI. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres médias qui seraient intéressés pour relayer ces idées ou faire des échanges. Non, ça n'existe pas? Si, ça existe. Mais en fait, nous, comme on est d'abord une agence de développement des médias et qu'on n'est pas forcément expert dans la promotion de notre action. Parce que c'est des belles histoires. C'est vrai qu'il y a des très belles histoires, mais on a de temps en temps des médias nationaux qui s'emparent de ces histoires. On a eu très beau reportage dans les Inrocks il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. En tout cas, tu as cet épisode de Mediarama. J'espère que ça pourra. Bien entendu, et j'aurais dû commencer par là, et le fameux podcast de Mediarama. Merci Thierry, c'est cool. Peut-être une question d'ouverture sur les 5-10 ans à venir. Est-ce que tu va y avoir des changements chez CFI, ou est-ce que vous continuez sur votre lignée à faire plus de projets? Est-ce qu'il y a des grands sujets à venir? Alors, nous, évidemment, notre destin, c'est, je pense, de grandir encore, parce que les besoins étant de plus en plus importants, notre action étant jugée de plus en plus déterminante, je pense qu'on va encore grandir, ça c'est pratiquement sûr. Et la difficulté pour nous, c'est de gérer la croissance. Et on va probablement être confronté à des adversaires peut-être plus dur. Alors, je parle pas des autres opérateurs européens avec lesquels on s'entend bien, on se connaît, oui, on se respecte, on se connaît, on se rencontre souvent, on s'apprécie même. Mais avec d'autres... Dans ce monde qui se repolarise. Ce monde qui se repolarise, notre métier va être de plus en plus difficile, parce que nous, encore une fois, on est une agence de développement. On travaille sur le long terme. C'est comme la démocratie, c'est comme la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pas par coup, c'est un travail le long terme qu'il faut continuer en permanence. Il faut creuser son sillon sans jamais s'arrêter. Donc notre destin, c'est de poursuivre, de grandir. On n'aura probablement pas de coup d'éclat à donner aux médias, parce qu'on travaille tous les jours, tout le temps, avec le plus de monde possible. Donc voilà, c'est ça que je pense qui va se passer à l'avenir pour nous. Eh ben écoute, on suivra ça, et peut-être des épisodes spéciaux à faire pour mettre en avant des projets. Je serais ravi, en tout cas, s'il y a des choses qui peuvent avoir du sens. C'est vrai que oui, non, mais tu vois, si ça a du sens, que ça explique des usages, des choses, des belles histoires, Mediarama peut aussi servir à ça. On reviendra avec plaisir, parce que c'est vrai on pense pas toujours à les mettre en valeur, mais on en a beaucoup, beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes, des trucs très concrets, de gens qui s'engagent et qui mettent leur vie en jeu pour le bien collectif, celui des médias, mais c'est en fait celui de la démocratie, donc du bien-être de la liberté d'expression, et donc du bien-être de leur pays. Et c'est sur ces belles paroles qu'on termine cet épisode. Thierry, merci. Donc je rappelle CFI. Merci à toi. Vous pouvez retrouver, donc dans les notes de l'épisode, je mettrai tous les liens vers les projets dont on a parlé, notamment les correspondants, c'est ça, les correspondances, les correspondances, oui. le podcast que vous aviez fait de CFI. Tu pourras également mettre un très beau projet qu'on a fait, qui est entièrement gratuit, c'est du e-learning, qu'on a fait avec France 24 d'ailleurs, et RFI, et c'est sur des thématiques, la lutte contre les fake news, le journalisme de solution, l'égalité femmes-hommes, tout ça, c'est en libre accès. En libre accès pour tout le monde. C'est très pédagogique, c'est très didactique. Ça peut servir même dans les écoles de journalisme. On peut même le regarder le soir chez soi. C'est pas réservé à l'Afrique, Moyen-Orient. Non, c'est universel. C'est en 3 langues. C'est universel. C'est en 3 langues. C'est en anglais, en français, en arabe, et c'est compréhensible par toute personne. Curieuse d'en savoir plus. Et je mettrai le lien. Encore une fois, merci Thierry pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Merci de cette invitation. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt.
Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.